Salut à tous, c'est Rico Master, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo bilan. On va revenir ensemble sur la série EV7 Couronne Stellaire et je vais vous donner mon avis complet sur cette extension. Comme d'habitude, on reviendra sur chaque rareté et je vous présenterai mes communes, Unco, Holo, X, AR, Gold et Alternate préférés. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette série, je suis curieux de savoir quelle note vous donneriez à EV7. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager, ça récompense le travail fourni. Bonne vidéo à tous! Commençons sans plus tarder avec une présentation générale de la série, de son histoire et de son ambiance. Et pour cela, on va lire le texte qui est écrit au dos des boosters et des displays. Plongez dans un monde souterrain et découvrez le véritable potentiel du phénomène de terracristallisation, le Pokémon légendaire Terrapagos s'empare du trône, rejoint par Pyrobut X, Loclas X et Megavolt X, tous possédant de nouveaux pouvoirs éblouissants en tant que Pokémon X Terracristal stellaire. Le Pokémon récemment découvert Pomme de Rochi X mène encore plus de Pokémon X au combat et les cartes high-tech continuent de transformer le jeu dans l'extension Écarlate et Violet, couronne stellaire du JCC Pokémon. Alors, qu'est-ce que l'on constate? La première chose, c'est qu'on se situe toujours dans le DLC des jeux Écarlate et Violet. Donc là, je vais un petit peu spoiler le DLC, j'estime que tous ceux qui voulaient le faire l'ont déjà fait, et d'autres, tout simplement, ne comptent pas le faire, donc ça ne changera rien pour eux. Ici, on se situe à la fin du DLC, c'est-à-dire au moment où l'existence de Terrapagos est révélée, on se situe aux confins de la zone 0, plongé dans un monde souterrain. Vous savez que la zone 0 a une partie visible, une partie émergée et une partie très souterraine, très profonde, et on est dans cette ambiance-là, avec tous ces cristaux qui nous entourent, on se croirait dans la série Gardien de Cristal, on est au fin fond d'une grotte, d'une caverne très profonde, et effectivement, c'est à cet endroit-là que le joueur découvre l'existence de Terrapagos, mais pas que. Il découvre aussi le phénomène de la terracristallisation stellaire. Et effectivement, on se rend compte que ce phénomène est au centre de cette série, au cœur de cette série. Donc la terra stellaire, c'est quoi? C'est une terracristallisation classique, c'est-à-dire un changement de type, sauf que la terra stellaire comprend absolument tous les types. C'est un petit peu la terracristallisation rainbow, j'ai envie de dire. Voilà. Donc c'est très intéressant parce qu'au niveau du lore, déjà, cette série, elle a du sens, elle a une signification, elle est véritablement implémentée dans le jeu et dans le DLC. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Vous savez à quel point j'aime le lore, vous savez à quel point j'aime quand le TCG et le jeu vidéo se répondent, qu'ils sont en écho, qu'il y a de véritables liens, une corrélation entre les deux, et là c'est véritablement le cas. Donc pour moi la série marque déjà un très bon point à ce niveau-là. Il y a aussi l'apparition de Pomme de Rochi dans le TCG. Alors ce Pokémon, c'est qui? C'est l'évolution de Pomme Dramour. Pomme Dramour évolue en Pomme de Rochi dans le jeu vidéo lorsqu'il gagne un niveau après avoir appris l'attaque Cri Draconique. Voilà, donc très content aussi de voir ce Pokémon apparaître. Donc pour l'instant, vraiment, c'est un sans faute. La série, elle contient 175 cartes et 33 cartes secrètes. Donc une série assez imposante, mais pas trop par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment. Ça reste relativement honnête. Il y a évidemment 13 AR, 3 Gold, des Alternates. Bon, vous avez les chiffres et les statistiques en dessous de votre écran. On continue avec les items. Alors les items, je trouve l'ETB vraiment très joli. Il faut savoir que Terrapagos, c'est un Pokémon qui est très utilisé d'un point de vue stratégique dans le TCG. Il y a énormément de decks qui gravitent autour de lui. C'est notamment pour ça que l'ex simple de Terrapagos valait entre 10 et 15 € parce qu'elle était utilisée dans plein de decks différents. Et c'est un Pokémon qui est aussi très apprécié, notamment des jeunes joueurs de la nouvelle génération. Il fait un petit peu l'unanimité, il arrive à rallier les générations entre elles, il est très apprécié, moi-même je le trouve ultra stylé, vraiment très classe. La série contient donc évidemment les displays que vous voyez à votre gauche avec l'illustration Loclas, Pyrobut, Megavolt et Terrapagos. Les 4 Pokémon ont une terracristallisation stellaire symbolisée par une couronne au-dessus de leur tête avec tous les types qui sont représentés. Le TB en elle-même, je la trouve vraiment magnifique avec le Terrapagos dessiné dessus. Et à droite, je vous ai présenté un autre exemple d'item qu'on pouvait retrouver dans cette série Couronne Stellaire avec le tripack, vraiment très sympathique aussi. Maintenant, on va passer aux cartes, parce que c'est ça qui nous intéresse. Avant tout, c'est ça que j'aime, c'est les illustrations, et on va voir à chaque fois
en ce qui concerne eh bien, chaque rareté, quelles sont mes illustrations préférées, mes communes préférées, mes Unco, etc. etc. Et n'hésitez pas à me partager, comme d'habitude, votre classement à vous, que ce soit par rareté ou que ce soit au global de la série. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Spoiler alerte, moi j'ai trop kiffé. Alors on commence avec un Shaglam. Ici, vous allez voir qu'on n'est pas véritablement dans la thématique de la terracristallisation, de la zone 0, dans la thématique du DLC, hein, d'Écarlate et Violet tout simplement, mais moi ça me va, c'est-à-dire que j'ai pas besoin que toutes les illustrations soient dans la zone 0, avec des cristaux partout, avec Terrapagos en fond, etc., etc. Non, honnêtement, je trouverais ça même un petit peu dommage. Donc au niveau des communes, on a des illustrations assez exceptionnelles, et ça a été difficile hein, pour moi de faire un choix de seulement 3 cartes, hein. Vous savez qu'à chaque fois c'est le deal, je ne dois choisir que 3 cartes par rareté, et c'est difficile, parce que là il y avait minimum 6 ou 7 communes que j'avais envie d'intégrer à ce classement, et ça c'est bon signe, parce que ça veut dire encore une fois que la série est diversifiée, qu'il y a de belles illustrations, et qu'il y a de vrais partis pris aussi au niveau des dessins, des illustrateurs qui se sont démenés pour cette série. Donc on commence avec le Shaglam, que je trouve magnifique. Ça me rappelle évidemment des vibes de la 3G avec les illustrations notamment du Miaous et du Persian en Delta je crois, où on voyait les pavés, on voyait les maisons un petit peu grecques qui sont toutes blanches avec la coupole bleue au-dessus. Donc ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. On a exactement cette atmosphère ici de ce Shaglam, hein, tout simplement, que je trouve ultra stylé, avec la prédominance blanche hein, de l'architecture, les coupoles bleues, la queue du Shaglam qui s'enroule autour de la rambarde, je trouve ça très 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 stylé, et puis une petite composition florale sur le premier plan aussi pour agrémenter le tout. En plus c'est un Pokémon de la 4G que j'aime beaucoup, Shaglam, donc vraiment cette illustration je suis tombé amoureux, elle est trop belle, un énorme travail de Yuriko Akase. Donc c'est une simple commune, mais c'est une de mes cartes favorites de la série, et honnêtement elle, j'ai eu aucun doute, je savais que je voulais la mettre dans ce classement, je la trouve trop belle. Ensuite on a le Moumouton qui est trop mignon, il est incroyable ce Moumouton, on dirait un petit peu du Atsuko Nishida, le côté flou en moins, hein. Vous savez souvent sur les illustrations d'Atsuko Nishida on a énormément de luminosité, on a des couleurs un petit peu pastel, ce qui donne un flou artistique un petit peu. Ici on l'a pas, mais en revanche la mignonnerie du Moumouton correspond tout à fait à l'univers d'Atsuko Nishida je trouve, avec toutes ces ce pollen en fait hein, qui vole autour du Moumouton. On a aussi des petites feuilles, donc c'est très sympa. J'adore franchement ce Moumouton, il est juste trop beau, hein, je craque, donc je vous le mets ici dans mon classement. Et enfin le Gourmelet, c'est mon coup de cœur honnêtement, avec le Shaglam on va dire de cette série en ce qui concerne les communes hein, bien sûr. Il est juste incroyable je trouve le Gourmelet, là pour le coup on dirait du Cookie Saito presque hein, tellement on a les détails sur le Pokémon, donc le biologiste bis hein, Rend, mais voilà très sympa pour le coup cette illustration. Et bon, ceux qui me connaissent bien le savent, j'adore les champignons, je suis très fan de champignons. Évidemment à l'époque quand j'étais jeune, hein, pour vous raconter un petit peu ma vie, on partait en forêt en balade cueillir des girolles, des cèpes et des bolets, donc effectivement de voir des champignons comme ça sur le devant de la scène, ça change, c'est quelque chose d'assez marrant. En plus ça fait partie de l'alimentation de Gourmelet, donc c'est pour ça qu'il fait des yeux comme ça, il va manger évidemment ce champignon, il est tombé sur de la bonne bouffe, sur de la bonne nourriture, et avec les rayons lumineux qui tombent sur lui, un peu à la Kagemaru Himeno, voilà, donc c'est un peu une sorte de mix entre Himeno et Saito, cette illustration je trouve. Bref, elle est trop belle. N'hésitez pas à me dire vos communes préférées, mais moi clairement mon choix c'est ces 3 cartes là. On passe aux Unco qui sont très belles aussi. J'ai un peu hésité par rapport aux Unco, il y en avait 2-3 autres que je trouvais absolument magnifiques. On a un Jirachi qui est trop beau, bref il y a des Unco, des peu communes qui sont super stylés, mais mon choix s'est arrêté sur ces 3 cartes là. Le Celebi, déjà, j'ai un petit peu hésité à mettre le Celebi, c'est celui qui était entre la 3e et la 4e place, on va dire, mais il est très joli, c'est rare que Celebi soit raté dans le TCG en même temps.
Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette illustration, c'est pas tant le Celebi en lui-même, c'est surtout la composition autour avec la pureté de la forêt. Celebi évidemment qui purifie les forêts à l'instar de Suicune qui purifie les cours d'eau et les lacs, puisque c'est le Pokémon qui se déplace avec le vent du nord. Et ici, Celebi, effectivement, qui effectue des voyages temporels à travers les générations et à travers les âges, à travers les temps, pour prendre soin des forêts. Voilà, donc ça c'est la symbolique de Celebi, et c'est quelque chose qu'on retrouve bien sur cette illustration, je trouve. Elle est vraiment très 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 stylée, cette carte-là, et donc forcément, je l'ai choisie. C'est la 4e du set, hein, parce que vous savez que les Pokémon de type plante sont au tout début de la série, donc elle est classée comme ça. Ensuite, on a le Reshiram, super beau, il y a la lune en fond, hein, vous savez, en général, il m'en faut pas plus. Voilà, donc une très belle représentation de la lune. Reshiram de type feu dragon bien sûr, très 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 sympa cette illustration, j'adore ce Pokémon, hein. C'est un de mes favoris de la 5e génération. Je sais que pas mal de gens, par exemple entre Reshiram et Zekrom, préfèrent Zekrom. Moi je suis un très 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 grand fan de Reshiram. D'ailleurs dès qu'il était possible de le chasser en Shiny sur la version Ruby Omega Saphir Alpha, parce que je rappelle qu'en 5e génération il était Shiny Lock, vous ne pouviez pas le trouver en Shiny, bah, dès que c'était possible de le chasser sur Rosa, je l'ai immédiatement chassé. C'est un des premiers Shiny que j'ai obtenu sur Rosa, que j'ai renommé Muspelheim. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez la référence, à la partager en commentaire. Mais en tout cas, ultra sympa cette illustration, je l'aime beaucoup, et c'est donc la 2e Unco que j'ai choisi. Et la 3e, c'est ma préférée, c'est Loclas, un de mes Pokémon favoris, un de mes coups de cœur all time. Et ici, l'illustration, elle est juste parfaite, elle est trop belle. Le fait que Loclas est en train de nager à la surface de l'eau, donc on a une eau très pure, tellement pure qu'on voit même pas la différence entre l'air et l'eau. La seule chose qui nous indique qu'il est dans l'eau, c'est les remous, hein, l'écume juste au-dessus, enfin à côté de son corps, puisqu'il est en train de nager. Et en profondeur, on a les coraux, les fonds marins. C'est trop beau, c'est magnifique, c'est tout ce que j'aime. Donc énorme coup de cœur aussi sur ce Loclas. C'est vraiment une illustration de fou furieux. Donc voilà pour mes 3 Unco préférés. Ensuite, on a les Zolos. Donc là, c'était un petit peu plus difficile parce qu'il y en a 2 que j'aime énormément. Et ensuite, les autres Zolos, je les trouve un petit peu en dessous. Mais j'ai quand même choisi Coxyclac en 3e position. Parce que je le trouve vraiment joli, mine de rien. Le Coxyclac en lui-même est super bien dessiné. Moi, c'est ça qui m'a vraiment donné envie. Le fond, je suis un petit peu moins fan. Je comprends l'idée avec la forêt derrière qui est dans la pénombre. Donc, on ne distingue pas véritablement les arbres. On a tout de même cette nuée de spores, hein, autour de Coxyclac qui rappelle que c'est un Pokémon de type insecte, hein, mine de rien. Mais le Coxyclac en lui-même est super bien dessiné, donc c'est ça qui m'a fait craquer. Donc j'ai choisi ce Coxyclac. Par contre, les 2 autres Zolos sont apparus comme une évidence, à commencer par le Rhinastock de Mitsuhiro Harita. Donc du grand Harita, hein, franchement rien à dire, super belle illustration, un Pokémon que j'adore, hein, l'évolution de Rhinophéros lorsque vous l'échangez avec l'objet protecteur. Donc très sympa, en holographique elle rend vraiment bien. Ce que j'aime aussi beaucoup sur cette carte, c'est que l'effet holographique il peut s'exprimer. Rhinastock il est super bien dessiné, il est là, il est présent, mais malgré le fait que le Pokémon soit ultra massif, il ne prend pas trop de place dans l'illustration. Vous voyez ce que je veux dire? L'effet holo derrière, sur ce ciel bleu, il peut véritablement se découper. Et en fait quand vous avez la carte entre les mains, elle brille vraiment. Vous vous rendez compte que c'est une holo quoi. Alors que normalement Rhinastock c'est un Pokémon qui est tellement balèze, tellement mastoc, qu'il prend toute la carte. Et là non, on voit le côté balèze, mais d'un autre côté il est aussi un petit peu en retrait sur l'illustration, et ça c'est toujours le jeu des perspectives, hein, de Mitsuhiro Harita qui est très fort là-dessus. Donc félicitations pour cette illustration et je l'adore. Et mon holo préféré de la série, c'est ce Noirfang, très clairement. C'est mon holo préféré, mais sans aucun débat possible, je l'adore. Au niveau des couleurs, déjà, ce que je trouve le plus réussi sur cette illustration, ce sont les serres de Noirfang. Les serres, elles sont complètement incroyables, elles me font presque peur. On dirait des serres d'un véritable rapace, hein. Alors c'est un rapace Noirfang, mais d'un rapace de la vie réelle, d'un aigle, d'un véritable aigle de Bonelli, quoi, hein. Quand on voit les aigles comme ça, les serres comme ça, c'est absolument incroyable.
super bien dessiné, et les couleurs aussi, les couleurs de l'arc-en-ciel, on dirait qu'elles se répercutent directement depuis les ailes de Noirfang, comme s'il était en train de lancer une attaque et que les rayons lumineux s'abattaient sur Terre comme ça lui donne une symbolique extra. J'ai pas souvenir d'une illustration de Noirfang où il est représenté avec autant de classe, de férocité et en même temps de noblesse, quoi. Parce que honnêtement, les illustrations de Noirfang, souvent, elles me laissent un parfum de mais ouais, c'est bien, mais on aurait pu espérer mieux. Et là, pour le coup, c'est peut-être même avec le Noirfang brillant de Neo Destiny, c'est peut-être mon illustration favorite de Noirfang dans tout le TCG. Je suis ultra fan de cette carte, elle est trop belle. Donc bah voilà, félicitations à l'artiste, hein, Matazo, pour ce très joli Noirfang. Ensuite, on continue avec les ex classiques. Donc, en termes d'ex classiques, on a le Tortank ex, qui est probablement mon ex préféré de la série. Bon, alors, c'est un Pokémon, évidemment, que j'aime bien, Tortank, mais au-delà de ça, je trouve le dessin vraiment réussi, avec le canon hydraulique qui est en train de charger peut-être une attaque hydrocanon ou hydroblast. Très sympathique. L'effet des gouttes d'eau autour du Pokémon, c'est super bien fait, donc voilà, très fan de cette carte, rien à dire. Derrière, on a le Amphinobi aussi, qui est vraiment stylé, pour les mêmes raisons que le Tortank, avec l'effet aquatique tout autour de son corps, et puis le Shuriken, qui est également très bien dessiné, voilà, donc super belle Amphinobi. Enfin, le Lucario. Le Lucario, très cool aussi. J'aime bien cette illustration, voilà, donc il fallait faire un choix. Les autres ex sont peut-être pas au niveau, mais celle-ci, en tout cas, je l'ai trouvée carrément très belle. En revanche, les ex Terra Crystal, j'en ai pas mis dans ce classement, comme vous pouvez le voir, parce qu'il y a encore cet effet un petit peu too much. Il y a encore cet effet trop de couleurs et trop de détails tue la simplicité de l'illustration, quoi. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui parfois peut faire défaut aux cartes récentes. En tout cas, très joli Lucario, et il fallait absolument que je le mette dans ce classement, bien évidemment. On continue avec les high-tech, et là, grande nouveauté, hein, peut-être avez-vous remarqué, mais dans les précédents bilans de séries que j'ai pu faire, je ne mettais jamais les high-tech, parce que malgré leur énorme intérêt stratégique dans le TCG, ça c'est indéniable. En revanche, leur intérêt esthétique, je le trouvais beaucoup plus mesuré. J'étais vraiment pas fan du design de ces cartes, je les aimais bien à l'époque de noir et blanc, hein. J'ai le souvenir de certaines high-tech comme la potion d'or par exemple, absolument magnifique, mais je trouvais justement les high-tech récentes du bloc écarlate et violet carrément en deçà, et donc je ne les proposais même pas dans le classement. Et là, ça a changé pour la première fois dans cette série Couronne Stellaire. Il y a une high-tech que je trouve magnifique, c'est l'arbre majestueux. Un mélange entre une carte de Magic et l'arbre Mojo un petit peu dans Zelda. Je trouve cette carte vraiment trop belle. Elle m'a vraiment fait de l'œil, et j'ai eu la chance de la tirer en booster, que ce soit en box break pour d'autres personnes ou pour moi. Donc clairement, je la garde dans ma collection, et c'est bien la première high-tech que je vais garder pour ma collection, en tout cas du bloc écarlate et violet. Donc par rapport à ça, je suis très satisfait de cette série. On continue avec les AR, encore une fois de très belles AR qui ont été proposées, une fois n'est pas coutume. De toute façon, il n'y a pas une seule série pour moi où les AR ont été complètement loupés. Il y a évidemment certaines séries où les AR se détachent, où elles sont tellement exceptionnelles, tellement folles qu'elles sont au-dessus des autres séries, mais il y en a toujours au moins 3 ou 4 qui sont sublimes, quelle que soit la série. Et ici dans Couronne Stellaire, donc on a déjà le Lapiro que je trouve trop beau. J'ai hésité un petit peu avec le Crabominable qui est dans le même style que le Lapiro, illustré par Mitsuhiro Arita, par contre le Crabominable, mais le fait qu'on le discerne mal dans la tempête de neige, c'est quelque chose qui est normal, hein, puisque le Pokémon est caché par le blizzard, donc forcément on discerne moins son corps. Mais du coup ça m'a fait plus pencher pour le Lapiro dans ce classement, parce qu'on distingue quand même beaucoup plus de détails sur le Lapiro, et c'est clairement ça qui a fait la différence et qui m'a motivé à choisir Lapiro avec donc sa boule ici de neige, puisqu'il est dans un décor
dans un décor enneigé, donc ils aiment bien jouer au foot, hein, vous le savez, la famille de Flambino, Lapiro et Pyrobut. Mais ici, en l'occurrence, ils jouent avec une boule de neige, et j'ai trouvé ça trop marrant. Le décor super beau aussi, avec ces rayons lumineux. On sent que la tempête de neige est passée, on sent que c'est la fin de l'intempérie, que le ciel est en train de se dégager, que le soleil est en train de sortir, hein, comme on peut le voir dans le fond de l'illustration. Et j'ai toujours aimé ces ambiances, vous savez, l'hiver en montagne par exemple, quand vous avez eu 2-3 jours de neige et que d'un coup eh bien, les nuages s'en vont et qu'il y a ce petit vent qui balaie le manteau neigeux avec quelques flocons qui virevoltent encore à droite à gauche, les arbres avec énormément de neige sur les branches. Voilà, donc là ça me rappelle véritablement cette ambiance là et je trouve l'illustration très stylée. Le Meditica ensuite, qui est vraiment un gros coup de cœur pour moi. En ce moment, ils aiment beaucoup, depuis le début du bloc Écarlate et Violet, j'ai remarqué, représenter les Pokémon dans une ambiance très tropicale, dans des forêts tropicales. On se croirait presque, comme je le dis souvent, de temps en temps dans le Crétacé ou dans le Jurassique. Et ici, on a ce Meditica qui habituellement vit dans des grottes, à Hoenn, dans des décors beaucoup moins exotiques que ça. Et ici, il est carrément avec des palmiers, des arbres inconnus dont je ne pourrais dire le nom, sur des lianes comme ça, avec un Pijaco qui vole juste derrière lui, une énorme chute d'eau dans le fond de l'illustration et un fleuve qui zigzague comme ça entre les plantes, entre les arbres, entre la végétation, à l'instar évidemment de l'Amazone. Donc je trouve ça ultra stylé, la carte est vraiment belle. En plus le fait que Meditica, c'est un Pokémon comme son nom l'indique, qui aime beaucoup méditer, hein, évidemment. Donc il aime bien se concentrer, pardon. Il maîtrise l'attaque plénitude, l'attaque yoga, donc vraiment se recentrer sur ses émotions, essayer de faire le vide intérieur. Et donc il n'aime pas être dérangé, Meditica. Et là il est sur sa petite liane et il jette un coup d'œil au Pijaco, parce que probablement Pijaco est en train de chanter à côté de lui. C'est un Pokémon qui est très volubile. Pijaco, il n'arrête pas d'utiliser son attaque Babil, il n'arrête pas effectivement de piailler à droite et à gauche, et donc Meditica ici paraît dérangé par le bruit que fait le Pijaco, et ça je trouve ça trop marrant. C'est vraiment super comme illustration. C'est peut-être, et je pense d'ailleurs que c'est le cas, mon AR préféré de la série, même si Meditica est pas forcément un Pokémon très apprécié. Moi je l'adore, c'est de la 3e génération et l'illustration est juste trop belle. Et enfin le Bulbizarre, que je trouve très beau, franchement, ultra stylé, avec énormément de détails. Il est dans une maison, évidemment, avec pas mal de mobilier, avec beaucoup d'éléments de décor aussi, un petit Rocool derrière, et un petit Rocool aussi qui dort juste à côté de lui. Ils ont l'air tous joyeux, c'est une illustration qui donne le smile, donc de mon côté, c'est un grand oui. J'adore clairement ces 3 AR. Au niveau des full art, donc là j'ai dû faire un choix un petit peu par défaut parce que si je devais citer une faiblesse de la série, pour moi ce sont les full art que je trouve pas au niveau, que je trouve pas très belles. Celoclass néanmoins qui est plutôt joli. Vous avez remarqué, c'est le seul Pokémon Terra stellaire que j'ai mentionné ici. Alors non pas que j'aime pas la Terra cristallisation stellaire, hein, je vous l'ai dit en début de vidéo, j'adore quand justement on a des liens entre le jeu vidéo et le TCG. J'aime beaucoup la mécanique de la Terra cristallisation dans le jeu. J'ai beaucoup aimé la phase quand on se balade dans la zone 0 avec la Terra stellaire et Terrapagos. Mais ici dans le TCG, c'est vrai que d'un point de vue purement esthétique, c'est un petit peu plus compliqué, je trouve, d'accrocher et d'adhérer à ces illustrations là, mais le Loclass en lui-même est bien dessiné, donc voilà, j'ai décidé quand même de le mettre dans le classement. Et ensuite j'ai choisi 2 trainers, donc Bria et Rubépin, qu'on rencontre aussi dans le DLC, hein, des dresseurs de grand talent bien évidemment. Il y en a certains où j'ai un petit peu galéré, hein, d'ailleurs au cours du DLC, parce que j'ai fait en sorte de prendre non pas mes Pokémon de l'aventure, mais de repartir avec une nouvelle équipe pour faire le DLC, pour avoir un challenge supplémentaire
supplémentaires, sinon c'est trop facile si vous avez de trop hauts niveaux. Et franchement, quand vous faites ça, il vous donne quand même un challenge assez important. Voilà, donc j'aime bien ces illustrations, notamment celle de Bria, parce qu'elle nous rappelle véritablement cette zone 0, elle nous rappelle véritablement les profondeurs de la zone 0 et ce moment où on est face à la Terra stellaire, où on est face à Terrapagos. Et c'est bien aussi de temps en temps que le thème de la série, la thématique de la série soit rappelée à travers les illustrations et qu'on ait des références directes aux jeux vidéo. Et c'est clairement ça qui m'a plu. On passe aux alternates qui sont vraiment très jolis pour le coup. Le Terrapagos, c'est clairement la carte de la série. Elle est super belle. Alors le Terrapagos en lui-même est bien dessiné, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce qui est incroyable sur cette illustration, c'est vraiment le décor, avec ces innombrables formes, tous ces dessins, toutes ces structures derrière le Terrapagos. On a évidemment la Terra stellaire, il personnifie, j'ai envie de dire, la Terra cristallisation stellaire, ici le Terrapagos, avec tous les cristaux qui gravitent autour de lui. J'ai l'impression, quand je vois cette illustration, je me vois revivre la scène du jeu vidéo où on a le reveal de la puissance de Terrapagos sur, comme ça, toutes ces, quand il est sur son promontoire et que on se rend compte de l'envergure du Pokémon. Et c'est véritablement cette scène que je me suis imaginé dans ma tête. Et donc là, on a ce déchaînement de violence, ce déchaînement de puissance qui est symbolisé par toutes ces couleurs, par tous ces reflets, cet effet miroir, ces cristaux en fait qui gravitent autour du Pokémon. Et c'est vraiment très bien fait. Et quand on prend le temps de regarder vraiment l'illustration, tous les détails avec comme des pavés en fait, comme des pavés qu'on retrouve sur la route, mais qui ici sont sur les murs, sont sur les cristaux, partout. C'est juste trop beau. Ensuite, on a le Pomme d'Orochi. Donc, pour l'apparition de Pomme d'Orochi dans le TCG, il fallait une illustration emblématique. Et franchement, la carte alternate, elle est trop belle. On a tous les petits vers pommes autour de lui. Alors, évidemment, c'est une illustration qui nous rappelle des cultures très anciennes. Alors, je sais plus si ça fait véritablement référence aux Incas, aux Mayas, aux Aztèques. Je sais plus véritablement. Mais par contre, c'est trop stylé. Ce style, cette représentation, cette manière de montrer Pomme d'Orochi, c'est absolument incroyable et je trouve cette carte trop belle et vraiment unique dans Pokémon. Et enfin, on a Bria qui est super bien représentée en alternate, en train de regarder comme ça un cristal, en train d'étudier probablement la Terra cristallisation avec son bureau, les objets qui sont disponibles comme ça dans les étagères. Je trouve ça magnifique et franchement, les trois cartes, elles pètent le feu, elles sont sublimes. Voilà, pas d'autres mots, donc vraiment très fan encore une fois de cette rareté. Au niveau des golds, là, pas ouf, pas ouf. Il y a 3 golds, je crois, dans la série. La carte que j'ai choisie, c'est l'Abîme 0. Pourquoi j'ai choisi cette carte? Non pas parce que c'est la plus belle illustration de tous les temps, mais surtout pour que la boucle soit bouclée par rapport à Couronne Stellaire. C'est une série qui se passe dans la zone 0. Forcément, on finit avec l'Abîme 0. Ah oui, l'Abîme 0, c'est cette fameuse zone dont je parle depuis le début de cette vidéo, qui est bien en dessous de la zone 0, qui est dans les profondeurs et qui s'appelle donc l'Abîme 0. On peut y accéder avec un ascenseur qui descend très profondément dans les entrailles de la Terre. Et donc, j'étais obligé de finir un petit peu cette présentation de Couronne Stellaire avec l'Abîme 0 qui personnifie et symbolise cette série. Au niveau des cartes à suivre, comme d'habitude, vous le savez, je vous donne un petit listing de cartes qu'il va falloir suivre à l'avenir en termes de cotes. Évidemment, le Terrapagos Alternate, c'est la carte qui est la plus appréciée, la plus recherchée depuis que cette série est sortie. Donc, à l'instar du Amphinobi dans Masquerade et des grosses Alternates qui sont sorties lors des précédentes séries, eh bien, c'est évidemment cette carte-là qu'il va falloir suivre en priorité pour voir un petit peu si la cote continue à augmenter, si elle se stabilise, si elle va diminuer, s'effondrer, je n'en sais rien. En tout cas, il faut la suivre de très près parce qu'elle est vraiment appréciée, elle est très rare, puisque évidemment en termes de pull rate, c'est très difficile de la choper.
et sa beauté et sa magnificence font qu'à mon avis, on va entendre parler d'elle dans le futur. Et évidemment, les deux AR, Bulbizarre et Carapuce, elles sont très très belles, elles sont vraiment très jolies, et en plus de ça, ce sont des Pokémon de la première génération, c'est clairement les deux AR les plus appréciés de la série, pour les nostalgiques surtout, donc clairement pour moi, ces trois cartes, ce sont celles qu'il va falloir suivre de plus près à l'avenir. Eh bien, on verra un petit peu où on en sera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans avec ces cartes-là. Au niveau de la note finale, j'ai décidé d'attribuer à cette série la note de A. Vous l'avez compris, hein, au fur et à mesure de cette vidéo, j'ai beaucoup apprécié cette série. J'ai aimé le travail au niveau du lore, encore une fois, la construction, toutes ces références aux jeux vidéo, le fait que l'ambiance soit véritablement respectée, qu'il y ait un travail de recherche. J'ai aimé les AR qui sont sublimes avec ce Meditica, ces illustrateurs qui ont encore fait un travail acharné sur les dessins, sur les illustrations qui nous ont pondu encore une fois de véritables petits bangers. Évidemment, si je devais trouver des défauts à la série, pourquoi je ne lui ai pas donné le grade de S et de série banger? Bah, tout simplement parce qu'il y a encore quelques faiblesses au niveau des full art et des gold notamment. C'est une rareté qui pour moi devient obsolète. Il n'arrive plus à renouveler les cartes gold et les cartes full art. Pour moi, elles sont maintenant c'est toujours la même chose, il n'y a plus aucune surprise à ce niveau-là. Donc pour moi, deux possibilités, soit ils suppriment tout simplement cette rareté et à la limite ils en créent une nouvelle à côté, ou alors vraiment ils ont des idées de génie pour renouveler tout ça et proposer des illustrations beaucoup plus originales, parce que clairement ce qu'on a vu encore une fois dans cette série au niveau des full art et des gold, ça vole vraiment pas très haut et c'est pas très intéressant. Au-delà de ce petit bémol, j'ai trouvé cette série exceptionnelle au niveau des communes, hein, vous l'avez vu, au niveau des Unco, les holos qui sont très belles aussi, et évidemment des AR et des alternates qui sont absolument insane. N'hésitez pas à me dire de votre côté d'ailleurs quelle note vous donneriez à cette série. Je ne sais pas si vous l'avez appréciée, mais en tout cas de mon côté, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Au niveau de la suite, qu'est-ce qui nous attend? Évidemment EV8, Étincelle déferlante. C'est une série qui va être exceptionnelle. Là pour le coup, je suis très hypé. J'ai tellement hâte d'ouvrir des items EV8. Il y aura le fameux Pikachu que vous voyez à votre gauche en alt, qui est très joli bien sûr et qui va être probablement la carte la plus recherchée de la série, mais de mon côté c'est pas ce Pikachu que je vise, c'est clairement le Milobellus et le Latias qui sont incroyables. Le Milobellus, je l'ai déjà maintenant en japonais, un grand merci à mon ami Thomas Cards Hunter qui me l'a vendu tout simplement à très bon prix, donc encore merci à toi frérot, je suis fan de cette carte. Donc ce Milobellus, très clairement je vais le vouloir en japonais mais aussi en français, et j'espère vraiment le choper en booster moi-même. Ça sera peut-être pas le cas, on verra, parce que je compte pas ouvrir non plus beaucoup de V8, mais en tout cas si je le chope pas en booster, j'achèterai la carte à l'unité parce qu'elle est trop belle, c'est un véritable coup de cœur. C'est peut-être mon Milobellus préféré dans le TCG depuis le Milobellus Shiny de Vainqueur Suprême, très clairement, hein, je pense que on n'a pas fait mieux depuis, et pourtant Platine ça commence à remonter, donc ultra fan de cette carte, elle est trop belle. Et j'espère vraiment la tirer de booster. Et le Latias, on en a déjà parlé dans cette série, mais elle est vraiment insane aussi. J'ai hâte de la voir entre les mains parce qu'à mon avis, quand vous la verrez IRL, ça sera autre chose qu'en scan, notamment au niveau du village qu'il y a en dessous. Je pense qu'on va avoir tellement de détails, même au niveau de la texture, des effets, des reflets de la carte. Je pense que ça va être incroyable de la voir entre les mains. Et on a aussi évidemment Atalante qui apparaît. Donc Atalante, hein, vous connaissez en 3e génération, c'est évidemment Alizé en fait. C'est Alizé, la championne de l'arène de Simtronel, avec notamment son Altaria. Lorsqu'elle fait des concours Pokémon, eh bien elle prend un nom de scène et son nom de scène c'est Atalante. Voilà, donc j'espère véritablement, d'ailleurs elle a la petite méga gemme, hein, vous le voyez dans sa broche, dans ses cheveux, pour faire méga évoluer son Altaria. Bref, j'ai trop hâte d'Étincelle déferlante, ça va être une tuerie, et évidemment on fera aussi un bilan pour cette série qui s'annonce assez
exceptionnel. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.